Alors, bonjour à tous. Oui, on a écrit cette présentation à deux, donc on va vous la présenter à deux voix. Je l'avais annoncé ce matin, il y a certains points, notamment en rapport à l'impartialité, qui méritent d'être explorés un peu plus avant. Et donc, c'est ce qu'on va proposer dans cette communication qu'on a intitulée «L'impartialité introuvable, point d'interrogation, influence légitime et illégitime au sein de la Convention citoyenne pour le climat». Simon et moi avons observé l'intégralité des délibérations de la Convention, toutes les sessions et du début à la fin. Et donc c'est sur ça qu'on va se baser dans notre présentation. Le point de départ, c'est que l'impartialité peut être considérée comme un impératif délibératif, c'est-à-dire que la démocratie délibérative tire sa légitimité de la qualité de ses processus, de ses procédures et de la délibération. Contrairement à la démocratie électorale, par exemple, qui, elle, est de nature agrégative, qui tire sa légitimité de la quantité, de la masse de voix. Il y a donc une importance de l'impartialité et une crainte de l'influence qui est également d'ailleurs partagée dans le discours des acteurs qui ont encadré et organisé la Convention citoyenne pour le climat. Je vous cite notamment une déclaration des garants. La Convention est en pleine capacité d'exercer son mandat de façon indépendante, sereine et impartiale. Plus loin, ils ajoutent « il faut lever toute ambiguïté sur un quelconque risque d'instrumentalisation ». Et Cyril Dion, dans un article, revient là-dessus en disant l'indépendance, en insistant sur l'impartialité et l'indépendance des travaux de la Convention, et en précisant « aucun membre du comité de gouvernance, garant ou expert, n'a le droit de chercher à influencer les citoyens. Ils peuvent leur partager leur point de vue, leurs travaux, mais ultimement, ce sont les citoyens qui décident. Aucun participant n'a fait l'objet d'une tentative d'influence qui remette l'impartialité de leurs travaux en question. » Donc on voit bien que pour les acteurs, ce serait un problème. Et donc la littérature délibérative, elle reste assez évanescente sur la question en fait de la place des intervenants et des organisateurs au sein de ces dispositifs délibératifs. Quelles sont les paroles autorisées, quand sont-elles légitimes ou non, quels écueils doivent être évités dans les interactions entre citoyens organisateurs et citoyens intervenants. En fait, on a beaucoup de publications dans lesquelles on se contente d'une phrase, des experts contradictoires, pluriels, et en fait, on creuse pas des masses. Et donc, on a quand même relevé trois références pour cadrer notre propos et guider notre réflexion. Donc la première, c'est Bernard Manin qui rappelle en fait la nécessité de mettre en place une pluralité de points de vue, donc qui pour lui, je cite, est une condition essentielle à la fois pour la liberté des individus, entre parenthèses, il faut qu'ils aient le choix entre plusieurs parties, et pour la rationalité du processus, l'échange des arguments et des critiques crée de l'information et permet de comparer les raisons avancées pour justifier chacune des positions. Donc les délibérants doivent ainsi pouvoir effectuer un choix entre plusieurs solutions et non pas un choix entre une solution et une absence de solution. Ensuite, on a choisi Mauro Barisione, qui a pour projet d'étudier les cadres présents dans les dispositifs participatifs et défend la nécessité, en fait, en amont du dispositif délibératif, de chercher les différents cadres autour d'une thématique donnée et trouver les personnes surtout compétentes pour les véhiculer. Donc, par cadrage, on désigne en fait ce qui est produit en communiquant à la manière de présenter un diagnostic, une information ou une politique publique, a des effets sur la façon dont elle est perçue par l'auditeur. Et donc, la présence de cadres concurrents, pour Barisione, apparaît ainsi déterminante pour la qualité de la délibération. Enfin, on peut parler de Jane Mansbridge, qui, elle, dans un chapitre de 1992, s'intéresse à la place des groupes d'intérêt dans la théorie démocratique et préconise en fait de faire en sorte de limiter la capacité de ces groupes à dégager une rente politique, c'est-à-dire des gains pour leurs adhérents, leurs intérêts ou la cause qu'ils représentent, pour privilégier plutôt leur capacité à apporter l'information et à faire évoluer les préférences des décideurs, en l'occurrence des citoyens. Mais qu'en est-il empiriquement au-delà de l'étude des designs et des questionnaires, l'observation directe et l'entretien, c'est ce qu'on va privilégier. Donc, en gros, l'idée, c'est d'aller voir la boîte noire de l'interaction entre intervenants, citoyens et organisateurs. Donc, là aussi, c'est une recherche en cours. Encore une fois, il n'y a que quelques entretiens qui ont été menés, mais beaucoup reste à faire. Donc, dans tout dispositif délibératif, bien sûr qu'il faut un degré de cadrage procédural et d'apport substantiel de connaissances, mais comment finalement distinguer une pratique légitime d'une pratique illégitime et selon quels critères délibératifs et démocratiques? Voilà. Et donc, nous, on a proposé de distinguer trois grandes catégories qui se sous-divisent en trois indicateurs afin de pouvoir objectiver l'impartialité. Il ne faut pas rester sur un concept un peu flou, il faut pouvoir le rendre opérationnel et donc l'objectiver. La première catégorie qu'on a identifiée, c'est l'enjeu du pluralisme et du contradictoire, qu'on a sous-divisé en trois indicateurs. Le premier, c'est le mode de sélection des intervenants et leur diversité. Donc là, on se focalise surtout sur les acteurs. Qui sont-ils, d'où viennent-ils, que représentent-ils, mais on a également regardé la question de la pluralité des cadrages dans les propos
Et du coup, dans ce qui est laissé de côté, ce qui est présenté comme étant évident, digne de débat, ou au contraire évacué de l'espace du débat. Et puis enfin, la présence de contradictoires, c'est-à-dire le fait d'argumenter sur un point précis dans une logique de pro et de contra, argument et contre-argument. La deuxième grande catégorie qu'on a considérée, c'est la question de la transparence, qu'on a à nouveau sous-divisée en 3 indicateurs pour la rendre empiriquement analysable. La première, c'est la question de la publicité des débats, et là on a divisé ces indicateurs en 3 dimensions. La question de l'enregistrement des débats, qui est notamment le cas souvent dans les conférences de consensus, la question de leur diffusion, notamment sur Internet qui peut être en live ou en décalé, et puis la question de l'accès notamment à des chercheurs, à des observateurs pour pouvoir étudier un processus. Le deuxième indicateur, c'est la question de la clarté des acteurs, sur les acteurs, excusez-moi, la clarté sur les acteurs, c'est-à-dire que ce soit intervenants ou organisateurs, l'explicitation de leur titre, de leur domaine d'expertise, de leur positionnement potentiellement politique, de leurs liens entre eux, de leur réseau, etc. Et le troisième indicateur, c'est l'enjeu délibératif ou métadélibératif dont on a un peu parlé ce matin, à savoir la justification des choix par des arguments de façon publique pour qu'on puisse comprendre les orientations. La troisième catégorie qu'on a considérée, c'est l'enjeu de l'équité, de l'égalité ou de la fairness en anglais, qu'on a à nouveau sous-divisé en 3 indicateurs. La question des temps et des fréquences de parole, la question de l'accès aux citoyens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut pouvoir communiquer, échanger, interagir avec les citoyens. Et on a distingué les modes formels, informels et entre deux, et puis on a un peu creusé cette question qu'on va vous présenter un peu plus avant, plus tard. Et puis, la question de la valorisation, que ce soit des citoyens, des intervenants ou des propos. Est-ce que certains acteurs ou certains propos sont mis en valeur, mis en avant dans ce cadre-là, et le sont-ils de façon équitable ou justifiée? Alors d'emblée, comme l'a expliqué Jean-Michel, hein, on a quand même une configuration assez atypique. Hein. Donc d'une part, au niveau du comité de gouvernance, dont la négociation a abouti à un mélange donc hybride de conseillers CESE et de membres de Gilets citoyens. Hein. Et donc si on veut qualifier un peu plus cette composition du comité de gouvernance, hein, on constate donc la présence de profils militants, hein, pour le climat, proches du Parti socialiste ou de l'aile gauche de La République en marche. Les membres issus du CESE correspondent aussi pour la plupart à cette étiquette. Hein. On a des gens qui appartiennent par exemple à la Fondation Jean Jaurès, à la CFDT ou à la FAGE. Hein. Et on a surtout aussi des gens qui ne dissimulent pas forcément leur appartenance militante. Hein. Je vous cite Laurence Tubiana lors de la première session, lorsqu'elle se présente. Hein. Ça fait 30 ans que je me bats pour l'environnement, ça fait longtemps, il faut continuer. J'ai fait de la recherche, j'ai été ambassadrice, j'ai négocié la COP21 en 2015 et aujourd'hui, je suis passé du côté des ONG avec une fondation européenne pour le climat qui se bat pour que le changement climatique soit au cœur des politiques publiques. Donc, on voit bien que c'est un point de vue situé dans le champ des politiques publiques environnementales. Et d'emblée, en fait, cette composition, elle interroge parce que, comme l'a dit Jean-Michel encore une fois, le comité de gouvernance est chargé de désigner intervenants experts du groupe d'appui. Donc, le groupe d'appui, lui aussi interroge parce que c'est surtout sur la capacité en fait des 15 membres du groupe d'appui qui sont eux aussi positionnés dans le champ de l'écologie, hein, qui pour partie portent et défendent des politiques publiques environnementales dans diverses arènes, qu'elles soient nationales, locales ou supranationales, et à une possibilité en fait d'accès aux citoyens pendant la période cruciale de sélection et d'approfondissement des mesures. Enfin, donc les intervenants, hein, là, et on s'interroge plutôt en fait sur le type d'interaction qu'ils ont eu avec les tirés au sort et en fait comment est-ce que finalement les citoyens ont vu aussi des experts hors du dispositif, hein, des interlocuteurs externes. Donc, tout ça, hein, surtout le groupe d'appui et le comité de gouvernance, hein, c'est des acteurs qui se connaissent, hein, pour la plupart, partagent des réseaux. Bon, l'analyse de réseau, elle est encore en cours, hein, mais bon, c'est clairement une piste qu'on va creuser. Et enfin, on peut aussi se demander si finalement le résultat n'était pas plus important que la procédure, hein, quand on entend par exemple Cyril Dion dire « Ultimement, le juge de paix de cette démarche sera son résultat. Si nous parvenons, et je pense que nous y parviendrons, à faire émerger des recommandations courageuses, cela sera historique. » Donc voilà pour le contexte. Voilà, et donc au-delà du coup des indicateurs qu'on vous a proposés, on a identifié une typologie de 5 modes d'interaction afin d'évaluer les enjeux d'influence légitimes et illégitimes. Et à nouveau, comme on l'a dit au début, on ne dit pas que tout mode d'influence est illégitime, au contraire, il en faut nécessairement, sinon à ce moment-là, il ne faut pas faire un processus délibératif sur notamment des jeux d'influence. On distingue donc des modes qui peuvent être considérés comme plus ou moins légitimes, mais qui ne recoupent pas de façon claire et stricte
les différents critères qu'on vous a présentés, les différents indicateurs qu'on vous a présentés avant, et donc il faut les utiliser pour évaluer au cas par cas des interactions que nous avons pu observer. On a le mode procédural, qui est donc l'action par la procédure et les règles sur la délibération, le choix du temps de parole, le choix des modes de vote, du non-vote, etc. Ce qu'on a appelé le mode classique, c'est-à-dire le fait d'avoir une présentation publique est prévu d'intervenants qui sont invités dans un cadre défini. Par exemple, je l'avais dit, en Irlande, 20 minutes par intervenant et par paire souvent. Le mode semi-formel, qui est un peu plus difficile à saisir et qui est une interaction dans le temps délibératif, mais sans cadre. Et on va exemplifier ça tout à l'heure. On a également le mode informel, qui est là pour le coup l'interaction avec des citoyens, mais hors du temps délibératif, par des acteurs internes. C'est notamment par exemple lors des pauses café, lors des déjeuners, etc. Et puis enfin le mode externe, qui est l'interaction avec des citoyens hors du cadre officiel de la Convention, et le plus souvent par des acteurs externes. Et on va également détailler quelle forme ça prend dans la pratique qu'on a pu observer. Notre analyse de l'influence, il faut le préciser, ne préjuge pas de l'intentionnalité de l'acteur qui tente de faire cette action. On n'a pas essayé d'évaluer ce qu'il y avait dans son cerveau, ni de la réception des personnes avec lesquelles il interagit, de l'effectivité de l'influence. On ne dit pas que chaque tentative se solde par une réussite de l'influence. Et on se focalise en revanche sur les pratiques et les interactions, les actions, qui sont des faits qu'on a pu observer du coup, et auxquels on ne prête pas ni une intentionnalité ni une effectivité. Et on va se concentrer dans cette présentation, parce qu'il faut faire court, sur celles minoritaires qui posent des problèmes d'impartialité pour notamment proposer une réflexion, puisqu'on entend de plus en plus parler de nouvelles conventions. Il y en a qui veulent se développer au niveau régional. On en annonce une sur la rénovation démocratique, sur les violences policières et je ne sais quoi. Et souvent, dans les tribunes qui proposent ces choses-là, on voit la convention a été une réussite. Le seul problème, c'est que ces mesures ne sont pas immédiatement implémentées. Le constat que Simon et moi en tirent, c'est que il y avait aussi des choses qui peuvent être discutées sur le processus même, et c'est ce qu'on va faire afin de soulever cela, sans pour autant dire que ce qu'on évalue, c'est la majorité des interactions qu'on a pu observer, au contraire. Le premier mode dont on va vous parler, c'est le mode procédural, donc le fait d'agir par la procédure. Et on peut déjà constater que sur ce mode-là, qui est quand même un mode nécessaire pour organiser un milieu public, il faut bien agir de façon procédurale, on peut relever un certain nombre de problèmes d'entorse à l'impartialité sur les différentes catégories qu'on a mis en avant, notamment en termes de pluralisme. Il y a un refus des votes en groupe thématique, comme il a été dit, pour éviter donc les conflits, mais de facto, ça permet pas à une forme de contradictoire de s'incarner et d'être rendu visible. De même, il y a des demandes de dissociation des options de vote, notamment en session 6 bis et en session 6-7, qui émanent de citoyens qui seront refusés. On demande aux citoyens de voter des paquets de mesures, alors que certains citoyens disent oui, mais dans le paquet, moi, il y a la mesure A que j'aime bien et la mesure B que j'aime pas. Et il y a également le refus de propositions alternatives rédigées par des citoyens lors de la rédaction, plutôt de l'approbation de l'adresse au français en session 6. En termes de transparence, la convention a été assez ambitieuse, puisque l'essentiel des sessions ont été retranscrites en live, à l'instar d'ailleurs de ce qui s'était fait en Irlande, mais on note quand même qu'il y a eu une non-publicité des sessions 6, 6 bis et 6 ter. Et puis, en termes de transparence également, il y a la plupart du temps une non-justification publique des choix procéduraux. On suppose en effet que le comité de gouvernance a dû discuter beaucoup des choix procéduraux, mais en revanche, leur justification publique a été plutôt rare. Et puis enfin, en termes d'égalité, on peut noter que, en tout cas, dans la session 7, qui était donc juste avant les votes, il y a eu plutôt des débats courts et non exhaustifs. Certains citoyens ont pu prendre la parole, d'autres non, puisque le temps était très limité à 5 minutes. Et on a noté d'ailleurs que ça a permis, enfin, on a vu que sur une mesure en particulier, celle de l'écocide, la non-prise de parole, puis ensuite, suite à une protestation, la prise de parole d'un citoyen a fait basculer le vote de la Convention, exprimant donc l'importance de permettre l'expression. Alors, ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, en fait, c'est la sélection des experts. Hein. Sur quelle base se fait-elle, s'effectue-t-elle? Bon, on a quelques éléments de réponse qui sont probablement pas la fin de l'histoire. Hein. Là, je vous cite un extrait de nouveau d'entretien avec un membre du comité de gouvernance. On a choisi des auditions qui n'étaient pas contradictoires puisqu'on avait renoncé aux controverses. Donc ça, c'est ce que disait Jean-Michel tout à l'heure.
On était dans des conditions infernales, on avait un mois entre chaque séminaire, et du coup, c'était un peu la cavalcade, il fallait trouver des intervenants, et donc ceux qui proposaient, on disait, bah allez. Et il y en avait qui proposaient leurs écoles de pensée. Il n'y a pas eu suffisamment de temps pour s'assurer d'une pluralité d'intervenants, voire parfois de réunir des intervenants qui étaient capables de mener un débat contradictoire. Et donc, en gros, la socialisation militante d'une partie des membres du COGOV associée à un temps limité pèse sur la représentativité du processus en termes de diversité de points de vue et de capacité à véhiculer les arguments contradictoires et à les faire appréhender aux citoyens. À cela, on peut ajouter le poids de la commande politique, ainsi que l'absence de règles instituées, mais aussi, comme l'a dit Dimitri ce matin, une plus grande difficulté peut-être à définir des cadrages sur une question assez ouverte comme la diminution des GES. Mais on pouvait quand même penser que la division aurait pu permettre de résoudre au moins en partie ce problème. Le deuxième mode dont on va vous parler, c'est le mode classique, dont on a un peu parlé ce matin. Donc là-dessus, on peut confronter la Convention à nouveau au mode d'interaction irlandais, mais qui est aussi un mode d'interaction qu'on trouve dans d'autres milieux publics, à savoir le fait d'avoir plusieurs intervenants sur un thème précis et restreint face aux citoyens qui sont suivis de questions et de réponses. Et puis, dans le cas irlandais, avec un temps de parole équivalent et une possibilité de réaction des autres intervenants, ce qui permet à un intervenant de dire à l'autre « je ne suis pas d'accord avec vous, non, c'est pas tout à fait exact, etc. » Là-dessus, on peut noter que donc on a un moins bon respect de ces principes d'impartialité dans la Convention, puisque on a noté certes une diversité avec des acteurs qui sont très différents, qui représentent des groupes différents, etc. Mais on a eu tendance à ne pas pouvoir observer de contradictoire alors qu'on s'y attendait, notamment en session 2, lors des premières auditions, quand la CGT et le MEDEF sont tous les deux présents et présentent leur position, mais ne se répondent pas. Le MEDEF va parler de l'importance de l'entrepreneuriat, de l'innovation, et la CGT va parler de l'importance de la redistribution sociale, de la redistribution des richesses, de la justice sociale, mais l'un ne va pas dire à l'autre « et je ne suis pas d'accord avec vous, est-ce que vous dites est faux, ou vous avez oublié quelque chose ?» Ils vont vraiment pas se répondre, ils vont chacun parler de leur thème, comme si en fait ils étaient pas dans la même pièce. Alors, on a un exemple aussi qui répond un peu à celui-là, donc au même moment en session 2, dans le groupe Se Nourrir. Là, cette fois, on a Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc par la voix de deux chargés de plaidoyer, la FNSEA et Système U, qui est lui représenté par son PDG. En fait, on a l'impression qu'on a une diversité d'intervenants, donc on aurait pu s'attendre qu'ils se contredisent, et en fait, il n'en a rien été. On retrouve finalement de façon surprenante un accord assez net de tous les intervenants, en particulier sur la nécessité de brider le commerce international, et en particulier le Mercosur et le CETA, et pas vraiment finalement de discours d'ensemble sur le libéralisme économique, etc. Mais pour résumer, en fait, non seulement ils ne se contredisent pas, mais leurs propositions en fait convergent, et comme on le voit un peu sur le tableau, on a plusieurs propositions qui sont mobilisées par 3 intervenants, et on se retrouve en fait dans la situation décrite par Manin, des solutions ou pas de solutions, mais pas des propositions opposées ou des avis divergents sur des politiques publiques proposées par les autres. D'autre part, on constate aussi l'importance de ces premiers cadrages. Tu peux revenir un peu sur le tableau. Presque chaque mesure évoquée lors de cette session a fait l'objet d'une mesure finale de la part des citoyens dans des termes proches en fait, de ceux des premiers intervenants. Bon, en plus de ça, on a l'inégalité du temps de parole entre intervenants. Donc ça, on a plein d'exemples, entre Laurent Michel qui a eu 50 minutes et Jean-Marc Jancovici 10 minutes sur la même thématique. On a aussi Hulot et Emmanuel Macron qui ont bénéficié bien sûr de 2 heures chacun en plénière. Bon, tout ça sans réelle explication en fait sur l'apport, sur leur rapport. Bon, à la limite, on peut comprendre pour Emmanuel Macron, j'imagine. Bon, ensuite, on a aussi, bien sûr, ça, Dimitri l'a bien dit ce matin, une inégalité d'accès à la totalité du panel et à la visibilité du grand public via l'enregistrement et la retransmission. Et donc, selon que vous êtes en plénière ou en groupe de travail ou en speed dating, vous êtes filmé ou pas. Voilà. Alors, on passe au mode semi-formel. Donc, je rappelle, semi-formel, ça veut dire pendant les temps de délibération, mais avec une interaction qui n'est pas cadrée préalablement. Et donc, on se rend compte qu'il y a particulièrement une capacité d'accès au tirage au sort tout au long du processus, donc qui est elle-même facilitée par l'absence des facilitateurs opales, d'une part des membres du comité de gouvernance, et là on a un bel exemple de Laurence Tubiana en groupe de travail qui arrive et qui va se prononcer en fait à un moment où on fait un peu la liste de toutes les mesures qu'on veut mettre à l'agenda de la CCC, et qui vient se prononcer sur toutes les mesures et qui ajoute, par exemple, c'est un exemple, il se passe plein de choses à ce moment-là, mais vous n'abordez pas la consommation de viande, point d'exclamation, vous êtes conscient que c'est un énorme point, c'est un choix social, il faut dire dans la communication, la viande, c'est un problème. Il faut qu'on change notre consommation, il faut que ça se voit, qu'on fasse une grande campagne pour réduire la viande. Ayez ça en tête.
hein. Et d'autre part, on a aussi le groupe d'appui, hein, donc comme je l'ai dit, qui a eu accès aux citoyens à des moments critiques. Et là, on a un exemple assez parlant aussi avec le directeur de l'IDRI qui arrive à un moment où les citoyens sont plutôt épuisés et participe en fait avec les animateurs à l'écriture des mesures, hein. Donc ça, c'est un fameux soir en session 5 donc, où ils vont travailler jusqu'à 23 heures, hein. Et donc là, ils n'hésitent pas du tout à interrompre les citoyens et à leur dire quoi noter, hein. Par exemple, nous, on milite pour zéro pesticide à l'IDRI, mais dites plutôt 75%. Hein. Et ce n'est pas un cas isolé, hein. Un expert du groupe d'appui le même soir dans le groupe Travail et Produire, hein, on a un membre du groupe d'appui qui fait plus ou moins la même chose, allant même jusqu'à dire, hein, vous devriez écrire ça, je vous dicte. Bon. Hein, bon, en plus de ça, on a aussi des documents qui sont distribués de façon un peu arbitraire, hein, comme la distribution du livre Finance Climat, réveillez-vous, donc de Jouzel, Laroutourou et je ne sais plus qui, et l'intervention aussi, par exemple, imprévue de Valérie Cabane dans le groupe de travail Se Nourrir, hein, qui n'avait pas du tout été anticipé, mais donc elle fait une intervention dans les squads et puis elle vient faire une intervention de 40 minutes dans le groupe Se Nourrir. Alors, voilà, donc on passe ensuite au mode informel. Donc là, on parle plus des pauses, des moments conviviaux dans lesquels les membres du COGOV vont plus échanger avec les citoyens. Et donc là, dans ces moments-là, il n'y avait pas de stricte séparation en fait, entre l'équipe organisatrice et les intervenants et les citoyens tirés au sort. Donc, Simon, ça fait 20 minutes. yes, bon, on arrive sur la fin, hein. Donc, on a pu observer beaucoup d'interactions dans des temps informels à l'intérieur du Palais d'Iéna, hein, donc pendant ces pauses, etc. Et d'ailleurs, on a aussi des petites preuves hein, de ce qui s'était dit pendant ces temps-là. Par exemple, en plénière, en session 1, hein, un citoyen, donc je cite, on voudrait qu'on réfléchisse sur ce qui existe déjà, mais qui n'est pas développé. On en a parlé tout à l'heure, en aparté avec Cyril, hein, entre parenthèses Dion évidemment, comme le télétravail. Moi, j'avais du mal à proposer ça, et Cyril, je lui ai dit, mais dans quelle proportion on gagnerait au niveau du des gages d'échappement? Et il me dit, mais c'est 50%. Oui, de même, on a pu observer en session 3 à la cantine un groupe de citoyens qui discutent et qui hésitent sur des enjeux de constitution, notamment en étant négatifs là-dessus. C'était suite à l'intervention de Nicolas Hulot qui leur avait d'ailleurs dit de façon très claire qu'il faut absolument modifier la constitution. Les citoyens commencent à discuter de ça lors de leur déjeuner. Et une garante qui est assise alors à côté, à la table, mais qui n'est pas proprement inclus dans la conversation et qui est arrivée un peu plus tard, intervient dans la conversation pour leur dire « vous devriez modifier la Constitution, c'est facile, le président peut faire un référendum là-dessus ». Donc avec un registre qui est de l'ordre de l'injonction, il faut faire ça, vous devriez, etc. Au niveau des limites, bien sûr, et c'est à la limite de l'observation, on ne peut analyser que ce qu'on a pu observer, donc il est possible que beaucoup plus de ce genre d'interaction ait eu lieu lorsque les acteurs se savaient à l'abri des regards, et notamment à l'abri des regards des chercheurs observateurs qui, des fois, étaient vus comme étant un peu ennuyants, on va dire. Enfin, il y a le mode externe, et on va conclure après. Il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont tenté d'influencer la convention d'une position externe, mais des fois, alors qu'ils étaient plus ou moins intégrés au dispositif. Et notamment des tribunes qui ont incité les citoyens à faire ci ou ça, l'une disant nous appelons les citoyens de la Convention à inclure dans leurs recommandations, donc c'est assez explicite. Et l'une de ces tribunes est d'ailleurs signée par une membre du comité légistique, qui avait donc pour travail de conseiller, de transcrire les revendications des citoyens, et puis une observatrice. Il y a également eu un accès aux citoyens hors des sessions. C'est notamment en partie dû au fait que la médiatisation ouvre la porte à ces interactions hors cadre délibératif, puisque un certain nombre de citoyens avaient révélé leur nom, leur visage, avaient commencé à être joignables sur les réseaux sociaux, etc. Et de plus, et c'est sans doute le point le plus important, c'était un mode qui était relativement encouragé par les organisateurs de la Convention, qui, dès la session 1, vont dire « allez rencontrer les acteurs, les députés, les entrepreneurs, les syndicalistes sur le terrain, etc. » Notamment, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et il faut voir que ce mode, par exemple, était strictement interdit en Irlande. Ça aurait été une expulsion immédiate de l'Assemblée si on avait découvert que ce genre d'interaction avait eu lieu. Il y a également eu des tentatives de discussion devant le Palais de Iéna, avec une pratique de certains groupes qui venaient lors des sessions pour discuter avec les citoyens, puisqu'ils savaient qu'ils rentreraient ou ils sortiraient du Palais de Iéna à certains moments. Ça a été notamment le cas d'Extinction Rebellion, qui milite aussi pour ce genre de dispositif. Et puis, il y a eu certains échanges un peu plus formalisés, on va dire, avec des experts hors du cadre de la Convention, avec des webinaires, donc sans animateurs et hors programme, mais initiés par des citoyens qui souhaitent inviter d'autres experts, certains qui ont déjà été auditionnés, d'autres qui n'ont pas été auditionnés. Ça a été notamment le cas pour les enjeux juridiques et de constitution avec Delmas Marty, Coandé et Cabannes, qui sont donc invités par certaines citoyennes
qui veulent discuter avec elle, et à nouveau, sans se cacher, en le disant clairement, avant et après, on va organiser ça aux organisateurs ainsi qu'à leurs camarades. Et puis, il y a ce qui a été perçu, ça c'est les entretiens qu'ils révèlent avec les citoyens, comme une tentative de lobbying sur la carte carbone. Apparemment, un groupe, je ne sais pas encore lequel, aurait contacté un certain nombre de citoyens de la Convention pour les convaincre des bienfaits de la carte carbone. Et puis, apparemment, la réaction a été de refuser la demande parce qu'il y a une illégitimité de ce groupe qui a été perçue à cause de leur extériorité. Ils n'avaient pas été invités à intervenir dans la Convention et donc ils devaient être suspects. En tout cas, c'est ce qui a été jugé par les acteurs avec lesquels on a pu faire des entretiens. Et puis, il y a également eu des discussions informelles à l'hôtel, ce qui a été décrit par certains citoyens comme un torpillage organisé des référendums en session 7, où des citoyens se seraient réunis, auraient discuté, et puis également sur des réseaux sociaux comme WhatsApp, pour faire en sorte qu'il y ait une opposition au référendum le lendemain matin en session 7. Et puis, apparemment, il y a eu également certains groupes qui venaient à l'hôtel pour discuter avec des citoyens et leur proposer certaines idées de réforme. Et on conclut là-dessus. Alors, du coup, pour conclure, ces exemples, en fait, ils doivent permettre de faire émerger en fait une façon de procéduraliser l'impartialité et d'éviter en fait les écueils qu'on a un peu mentionnés. Donc, en tout cas, la question aussi, c'est est-ce qu'on a affaire à un dispositif partial, hein, c'est en tout cas le sentiment qui semble partagé avec certains membres du comité de gouvernance. Donc là, je vous cite encore un entretien. Moi, j'avais très peur qu'on les mette dans une bulle écolo et que ce soit les écolos parlent aux écolos. Et à ce titre, les prises de parole de Cyril et Mathilde à la fin ont été calamiteuses. On se croirait au bilan moral d'un BDE d'école de commerce. Donc ça a été dit, je cite, quand on a fait ça avec mes amis écolos. Enfin, on ne peut pas faire pire, quoi. Là, on exclut toute une partie des gens. Il faut avoir un cadre et très vite changer l'eau du bocal. Donc, apparemment, les arbitrages du COGOV et l'éthos militant d'une partie de ses membres n'ont pas fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je pense que l'agenda divergent entre militants peut-être environnementalistes et membres du CESE a vraiment trop divergé à un moment. Bon, ça sera à discuter, à mon avis, et à approfondir dans les entretiens. Voilà, donc l'idée n'est pas de signaler que toutes ces modalités d'interaction sont illégitimes ou mauvaises ou à condamner, mais de s'interroger sur la façon et la possible nécessité de les encadrer. Est-ce qu'elles sont désirables? Est-ce qu'elles sont souhaitables? Et il nous reste encore à creuser d'autres modes d'interaction, notamment les interactions plus directement entre citoyens sur les modes d'influence. Le framework qu'on propose, donc le cadre qu'on propose, c'est une contribution à la réflexion pour potentiellement éviter des modes qu'on pourrait considérer comme illégitimes d'influence et d'interaction, et justement dépasser le simple constat qui tient souvent en une ligne, le processus a été facilité où il y avait des experts différents, donc c'était impartial, ce qui est un peu trop court. Et puis, si on insiste sur ce point, c'est que l'impartialité de la procédure est une condition de crédibilité des dispositifs participatifs, enfin délibératifs, excusez-moi, et donc, étant donné d'autres s'annoncent, c'est un vrai enjeu qu'il faut prendre au sérieux pour les prochains. Voilà, merci et désolé d'avoir dépassé. Très bien, merci. Bon, avec tout ça, donc il reste 3 minutes pour des questions. Je proposais qu'on aille directement vers la... Enfin, je ne sais pas si on prend des questions tout de suite ou si on les fait. Bon, je donne la première question alors. Les 3 garants n'ayant pas endossé leur rôle, notamment en ne respectant pas la stricte neutralité sur le fond des sujets habituellement attachés à cette fonction, quelle vision pour l'avenir tirez-vous de cette expérience, et notamment sur le processus de nomination des garants? Tu veux qu'on réponde tout de suite? Oui, réponds à celle-là, puis après ça, on passe à la suite. Je pense que là-dessus, le rôle de garant n'existait pas, par exemple, dans l'Assemblée irlandaise, mais une chose intéressante, c'est quand même peut-être le titre auquel on est inclus dans un dispositif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Simon et moi, on avait observé des conférences citoyennes régionales du Grand Débat, qui étaient également tirées au sort. Et une chose qui m'avait marqué, c'était que les facilitateurs avaient donc convoqué des gens qui n'étaient pas nécessairement tous habitués à faire de la facilitation pour faciliter les tables, parce que là, il y avait des facilitations aux tables. Et elle avait dit aux gens, qu'est-ce qui vous intéresse comme thème, les facilitateurs? Et certains avaient dit, moi, c'est la démocratie, d'autres, moi, c'est l'environnement. Elle avait dit, OK, d'accord, c'est pas les tables que vous faciliterez. Je vous mets sur un autre thème. Parce que si jamais c'est un thème pour lequel vous avez un intérêt personnel, vous risquez de ne plus faire votre travail de modération de la procédure et de la répartition de la parole. Et de la même façon, en Irlande, il est clair qu'il y aurait eu une part importante de personnes qui auraient été identifiées comme étant des pro-life
clair et net dans le comité d'organisation, la convention, elle était morte avant d'avoir commencé. Donc, je pense que c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a cette idée que le climat, ça rassemble tout le monde, c'est un intérêt collectif, et donc que là-dessus, il n'y a pas vraiment de camp, ce qui peut se discuter.